Bonjour, le lundi 28 janvier, le cinéma Le Club recevait Ambeline Lay, co-réalisatrice de Dans la terrible jungle avec Caroline Capel, et Tristan Thomas, musicien qui travaille au studio Urgence et qui a travaillé en post-production sur le film Dans la terrible jungle sur la musique, car les réalisatrices n'ont pas eu tous les droits pour utiliser la musique que les protagonistes du film écoutent, notamment du Jul et du Michael Jackson. Ils sont venus au club du coup et ils m'ont accordé l'interview qui va suivre. Je les remercie d'avoir répondu à mes questions. Cinéma Radio. Alors moteur. Et ça tourne. La bande originale de votre vie. Action. Du coup, on est au cinéma Le Club, c'est Bobo pour Cinéma Radio et je suis avec Ambeline Lay et Tristan Thomas. Donc Ambeline Lay qui est la co-réalisatrice du film Dans la terrible jungle et Tristan Thomas qui a retravaillé la musique du film, il va nous expliquer ça après. Mais d'abord, Ambeline, vous pouvez me dire votre parcours ? Donc moi j'ai fait un BTS audiovisuel en montage et post-production. Après j'ai fait la fac à la Sorbonne Nouvelle en cinéma et je suis entrée aux Arts décoratifs de Paris en section photo-vidéo. Voilà. Et quand on fait art déco, comment on choisit entre l'art plastique et le cinéma ? Alors moi je suis entrée en seconde année directement parce que j'avais tenté la première année mais que j'avais pas eu parce que je suis nulle en dessin et en beaucoup d'autres matières. Donc j'ai raté ce concours et je l'ai tenté directement pour entrer en photo-vidéo puisqu'il y avait que ça que je faisais en fait, c'était de la vidéo. Et pas du tout de photo d'ailleurs. Et voilà, et j'ai oublié la question. C'était de savoir comment tu avais choisi de faire du cinéma plutôt que de l'art plastique. Je voulais pas tenter, j'ai même pas tenté la Fémis ni l'eau et lumière ou quoi parce que je me sentais pas réalisatrice. Je savais pas trop ce que je voulais faire. Je voulais faire de la vidéo mais je savais pas trop à quel poste, donc j'ai tout testé sur des tournages d'accessoiriste Rodi, enfin bref, même la cuisine et tout ça. Et aux Arts Déco, on a appris à faire des films tout seul avec du matos, avec pas de matos quoi. Et ça m'a décontracté du cinéma. Je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai découvert le monde du documentaire d'auteur que je connaissais pas et qui m'a beaucoup plus intéressé que la fiction quoi. Et par exemple, c'est qui les documentaristes qui t'ont inspiré ? Donc déjà, il y a notre prof qu'on a eu aux Arts décoratifs qui s'appelle Clarisse Anne. Et voilà, dont le travail est hyper intéressant. Après, j'aime beaucoup les films du genre Alain Della Negra et Kaori Kinoshita. J'aime beaucoup le travail de Benoît Forgeard. Après, il y a tellement des millions. D'accord. Et donc Dans la terrible jungle, c'est un film, j'ai peur que les critiques disent que ça parle d'enfants handicapés aveugles dans un IME, mais pour moi, c'est un film qui parle de l'adolescence et de la musique. Et comment s'est intégrée la musique dans le film ? Et Tristan, si tu peux répondre sur ton travail. Oui, alors justement, on essaie de pas du tout communiquer sur le sujet du handicap parce que c'est pas du tout le sujet. C'est pas pour ça qu'on a fait ce film et que les jeunes le film pour nous, c'est un film sur l'adolescence. C'est comme ça qu'on l'a pensé et on voulait que ce soit aussi une comédie musicale. Et la musique du coup du film, c'est soit celle que les jeunes produisent, soit celles que les jeunes écoutent. Mais bien sûr, on peut pas forcément avoir... même dans le documentaire, on n'a pas forcément les droits de tout. Donc parfois, ils écoutent des choses qu'on ne pouvait pas avoir, dont Jul, DJ Snake, etc., et même Michael Jackson. Donc on a dû faire appel à des compositeurs qui ont dû eux-mêmes essayer de basculer dans l'adolescence pour... c'était un travail de commande, quoi. Et donc, Tristan, tu as travaillé sur du Jul et du Michael Jackson. Ça fait quoi de travailler sur du Jul ? Tu n'as pas eu PNL, malheureusement. Eh ben écoute, finalement ça apprend plein de choses. C'est vraiment pas de la musique que j'écoute moi, et finalement j'ai appris à utiliser ce que c'est un autotune, ce que c'est de faire des rythmes très zoukés, de chanter des paroles un peu débiles et de devoir de se donner à fond. Enfin pas mal de choses au final qui étaient assez enrichissantes et super. Enfin nous on s'est vachement amusé en fait à faire cette BO. On n'avait pas trop de pression, on n'avait pas encore compris que le film était aussi. On n'avait pas vu le film en fait quand on a commencé à faire la musique, on n'avait pas vu le film. On nous demandait juste de faire du Jul et nous c'était du coup assez amusant au final. Donc voilà, c'était une expérience assez fun et puis voilà. Maintenant, écoute, voilà, je sais comment faire des tubes. C'est un sacré skill.
Et dans le film, il y a des moments, enfin, vous avez beaucoup choisi de travailler en plan fixe. J'ai l'impression que la caméra bouge pas beaucoup, à part au premier plan, je crois. Mais sinon, elle reste très, très discrète. Pourquoi vous avez choisi de faire le plan fixe? Et j'ai une autre question. Quand on a une matière aussi riche, parce que les gens qui le verront que votre film est très riche et très beau, c'est quand qu'on décide de couper, en fait? Parce qu'il y a des plans, même si c'est en numérique, qui ressemblent à des tableaux. Du coup... nous, le plan, en fait, bon, c'est un peu... Caroline, elle est photographe et elle a un style en photo que j'aime énormément. Et moi, j'avais fait un film avant ce film-là qui s'appelle Cavernicole et qui était un énorme gros plan. Parce que quand on bosse tout seul, du coup, on monte ses trucs sur son petit ordi et on a tendance à faire des gros plans pour voir les personnages. Donc on pense pas vraiment cinéma. Et j'ai vu mon film au cinéma pour la première fois et je me suis dit, mais c'est pas possible, ces gros plans, c'est énorme. Donc on avait bêtement une envie de film de cinéma. Et donc et les cadres là-bas, les décors sont tellement étonnants que ça nous emmenait naturellement vers le plan large. Et comme c'est des jeunes qui ont des handicaps, souvent c'est la malvoyance, on pouvait pas on savait que ça allait déborder et qu'à un moment donné ils allaient sortir du cadre et on pouvait pas les coincer dans un cadre. C'était pas possible. Il fallait qu'ils aient l'espace pour déborder. Donc on créait des cadres larges dans lesquels ils puissent être libres d'évoluer, quoi, en fait, juste de se déplacer. On essayait d'adapter le dispositif de tournage à chacun. C'est-à-dire que Léa, on pouvait la tourner, la filmer en gros plan parce qu'elle savait que ça devenait de la fiction, alors que Médéric, il fallait qu'il puisse traverser le cadre. Il y avait plein de jeunes, il fallait qu'ils puissent le traverser. Médéric, il se définit plus par sa voix et son humour que par son corps, parce qu'il est quand même coincé dans un fauteuil roulant. Donc si on commençait à le filmer en gros plan, on voyait que son fauteuil ou le fait qu'il soit très démuni, qu'il soit peut-être coincé dans son corps. Alors que le plus important, c'était sa voix. Donc on faisait des gros plans sonores avec des micros HF. Enfin, tous les dispositifs se sont trouvés en fonction des handicaps de chacun. Et j'en reviens à la musique, mais il y a une scène qui est hallucinante. Vous réhabilitez une chanson du dernier album de Renaud. Il faut le faire quand même. Alors ça, c'est Hugo, qui est un des personnages du film, qui a choisi lui-même, parce qu'il adore Renaud. Il est hyper fan, il va à tous ses concerts. Et donc c'est lui qui a choisi de faire ça, parce qu'il se trouve qu'Ophélie savait l'accompagner au sac plastique. Donc on les a laissés, on les laissait libres de nous proposer des trucs, quoi. Et donc à propos de la musique aussi, ce qui était donc marrant, c'est que d'abord vous avez commencé par Jul, DJ Snake, et là vous avez terminé par Michael Jackson. Et nous, quand on les a rencontrés, on nous a dit oui, à Studio Urgence, ils vont pouvoir vous faire de la musique, mais nous, le seul truc qu'on a écouté d'eux, c'était de l'acid techno. Donc on a quand même embauché 2 compositeurs qui faisaient de l'acid techno pour nous refaire du Jul. Donc ça aurait pu complètement rater, quoi, mais finalement ils étaient très polyvalents. Et à 2 sur le tournage, enfin à 3 je suppose avec la preneuse de son, vous vous êtes réparti le travail comment entre vous deux? Vous vous êtes disputés, des fois vous aviez envie de prendre des choses que votre camarade ne voulait pas prendre. Comment ça s'est passé sur le tournage? Alors avec Caroline, on avait l'habitude de faire soit du son, soit de l'image, on se répartit les tâches comme on n'était que 2 avant. Et là sur ce film, on voulait être assez libre, donc on a demandé à des copains ou des copines de nous aider au son, mais on n'avait aucun copain ingé son. Donc on a demandé à un ami chef op, une copine photographe, des gens qui faisaient pas du son normalement, d'en faire. Et donc on a une copine qui est croque-mort par exemple, qui a fait la plupart de la prise de son, qui est toute petite, du coup qui devait avoir une perche énorme et qui a tenu parfois 45 minutes les bras en l'air. Bravo, big up, P6 Beagle. Et donc en fait nous on a pris des amis qui savaient faire des films, parce que comme on n'a pas un dispositif technique, en disant qu'on ne pouvait pas entendre ce qui se passait, on était à l'image. Des fois les réals ils ont un truc, ils ont un retour, ils peuvent entendre ce qui se passe. Nous on n'a pas de matos, quoi. Au début on n'avait même pas de micro. Donc on a embauché des copains à qui on a fait confiance et qui nous disaient des fois ne coupe pas à l'image. Donc on se regardait tout le temps, on était tout le temps en train de se faire des signes. Et si eux ils pensaient que le dialogue pouvait être intéressant, on leur faisait confiance, quoi. Et en fait dans ce film vous cassez le 4e mur à la fin. Et on apprend que le film n'est peut-être pas un documentaire et que tout a peut-être été écrit par vous et les acteurs du film et les personnages du film. Ça vous a plu de jouer du spectateur comme ça? Parce qu'au début on se croit dans un documentaire à la Wiseman et à la fin la fiction contamine petit à petit le film. Oui, en fait quand on a tourné ce film, nous comme on fait ça naturellement, les frontières entre documentaire et fiction, il n'y en a pas vraiment, quoi. Et puis la plupart des films qu'on voit, on se rend bien compte qu'on est obligé de jouer avec le réel pour obtenir des choses. Mais on a montré ce film à Alain Della Negra, qui est un réalisateur qu'on aime beaucoup. Et c'est lui qui nous a dit « Ah, mais à la fin, c'était Ophélie qui nous appelait. Ah oui, on a envie de savoir plus sur vos méthodes. » Et c'est lui qui nous a donné l'idée de tourner ce générique.
Donc on est retourné à l'IME pour tourner un fake générique de blockbuster, comme les trucs classiques où on voit les coulisses du tournage, ou les bugs et tout ça, quoi. Donc on est parti exprès dans ce délire en se disant on va brouiller complètement les pistes à la fin dans le générique. Et sauf qu'on les brouille à moitié, parce que juste on révèle un peu comment on a fait les choses, même si c'est pas aussi évident que ça, c'était pas à ce point-là mis en scène. Ce qui est le plus mis en scène de tout le film, c'est le générique. Et il y a un personnage dans le film qui vampirise un peu le reste, qui prend beaucoup de place, c'est Ophélie. Quel a été votre rapport avec elle, et est-ce que les autres personnages n'étaient pas tristes de ne pas avoir autant de place qu'elle, parce qu'elle est magnifique dedans? Personne, tout le monde aime Ophélie, parce qu'elle est vraiment lumineuse. Et tout le monde est d'accord que, ça paraît évident pour tout le monde, même pour Léa, que ce soit Ophélie le centre, quoi. Personne, comment dire, c'est une forme de déesse pour tout le monde. Donc, personne ne peut pas être jaloux d'Ophélie, on s'aplatit tous devant. Devant son talent, quoi. Et les éducs qui sont tout le temps filmés un peu à l'écart du cadre, sauf le paysagiste qui est souvent au centre, c'était un choix? C'était pas un choix de tournage, parce qu'au tournage on a beaucoup filmé les éducateurs en pensant qu'ils feraient partie du film. C'était un choix de montage. C'est Céline Perriard, notre monteuse, qui nous a dit qu'en fait le film pour elle, sa durée c'était 1h20. Il pouvait pas faire beaucoup plus qu'1h20, c'était sa durée, sa bonne durée, quoi. Et parce que voilà, on avait 80 heures de rush, ça paraît énorme, mais c'est pas aussi énorme en fait. Il y a des films qui ont 300 heures de rush, quoi. Et donc ce qui était le plus intéressant pour elle, le plus fort, c'était les jeunes du film, et on a fait le choix de montrer les éducateurs que dans un rapport avec les jeunes. Voilà. Et pour finir, j'ai une dernière question. Ça vous a fait quoi d'apprendre que votre film était sélectionné à l'Acide? En fait, tout le monde, je pense, tente pour le sport, l'Acide. Et nous, on l'a tenté pour le sport comme tout le monde, et vraiment, on s'attendait à tout, sauf après, c'est la sélection qu'on préfère de Cannes. Oui, moi aussi, c'est pour ça que je vous pose la question, en fait. C'est là qu'il y a les meilleures pépites chaque année. D'ailleurs, la plupart des films qui nous ont inspirés pour faire ce film, c'est des films de l'Acide. Comme quoi, par exemple? Justement, le film d'Alain de la Negra, Benoît Forjard, etc. Il y a énormément, les films de Lila Pinel et Chloé Mailleux. Bref, il y a plein de réals qui sont tellement libres parce qu'ils font des films avec un autre réseau. Nous, on était dans zéro réseau. On a raccroché les wagons à la dernière minute grâce à Cannes, mais sinon, on était en freestyle absolu. Tu peux pas faire un film sans argent et espérer qu'il aille au cinéma, quoi. Sauf quand il y a l'Acide qui vient. Et du coup, non, ils ont... Oui, c'est incroyable. C'est tout ce que je peux dire. Mais c'est hyper beau de se dire que, vous avez été sélectionné dans la meilleure sélection de Cannes, alors que vous êtes parti de rien, comme vous disiez. Bon, en tout cas, merci. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la sortie le 13 février, ou vous voulez dire un dernier mot tous les deux? Non, j'espère juste que les gens vont venir au cinéma, parce que moi-même j'ai du mal à y aller parfois, il suffit qu'il fasse un peu froid ou qu'il pleuve et je peux me décourager. J'espère qu'ils vont arriver à se motiver. Et toi, Tristan, t'as quelque chose à dire par rapport à la musique ou... Écoute, oui, il faut aller voir le film, même ceux qui l'ont vu en avant-première, parce que du coup, il y a la reprise de Michael Jackson qui a été enlevée, qui a été refaite par Studio Urgence, et je pense que c'est un tube. T'es content d'avoir battu le roi de la pop? Ouais, je sais pas si je l'ai battu, mais en tout cas, c'était un beau combat, ouais. Une dernière chose, et le titre est magnifique, parce que moi, quand j'ai vu, la première fois que j'ai entendu parler du film, c'était sur le programme des rencontres du cinéma européen d'Aubenas, et quand j'ai vu dans La Terrible Jungle et que ça parlait d'un IME, je croyais que La Terrible Jungle, c'était l'IME, en fait. Voilà. Que La Terrible Jungle, c'était l'IME? Que le nom de l'IME? Non, pas le nom de l'IME, mais la situation de l'IME, et que vous alliez décrire La Terrible Jungle dans l'IME. Ah, oui, non, j'en ai pas pensé à ça. Et j'ai trouvé ça très provoquant et très culotté comme titre. Oui, c'est ce qu'on voulait. Comme je le disais tout à l'heure, on préférait partir avec un titre qui faisait un peu peur pour ensuite pour pas être déçu, quoi. On préfère partir très mal, comme ça t'es pas déçu. Bon, merci à tous les deux. Et allez en salle à partir du 13 février, dès le 13 février, parce que les premières séances sont importantes pour voir ce superbe film Encore de l'acide dans La Terrible Jungle. Cinéma Radio. Cinéma Radio. Le 7e art à l'honneur.
Nous remercions Ambe Lindley et Tristan Thomas d'avoir répondu à mes questions pour Cinéma Radio. Nous remercions également le Cinéma Le Club, Monsieur Ortega et son équipe de nous avoir accueillis pour cette interview. Et surtout, tenez-vous au courant des avant-premières qu'il y a au Cinéma Le Club à Grenoble. Notamment, bientôt, il va y avoir François Ruffin et Gilles Perret qui vont présenter leur film sur leur gilet jaune. Et je salue vraiment le club pour, euh, pour ces rencontres qui sont vraiment des moments d'éducation populaire exceptionnels. Je vous laisse, je vous dis à très bientôt sur Cinéma Radio pour de nouveaux ciné-parlés ou de nouveaux interviews. À bientôt, ciao ciao!